Bonjour mes amis, je viens de lire les multiples commentaires que vous avez laissés sous ma publication en ce qui concerne les investissements, l'investissement dans la maroquinerie de luxe. Malheureusement, comme vous savez, je n'aime pas commenter en écrit parce que je dis parfois le niveau intellectuel de ceux qui décident de me suivre ne leur permet pas de comprendre lorsque je réagis en écrit. Alors, je préfère souvent vous laisser des messages audio que vous allez essayer de comprendre. Ce n'est pas tout ce que je publie que vous êtes obligé de commenter, surtout si vous ne comprenez pas la portée de ce que je dis. Mais comme il est question, c'est mon mur, hein. Je fais de ça ce que je veux, ma page. Je décide de vous laisser des messages en fonction de vos préoccupations, de ce qui vous intéresse. Lorsque je publie, par exemple, la promotion des activités que je fais avec ma fondation, Marlène Mvutu, ça semble ne pas trop vous intéresser parce que, voilà, c'est l'esprit africain. J'aurais voulu avoir vos commentaires aussi, vos réactions par rapport à une personne qui s'est dévouée depuis plus de 10 ans à être aux côtés des pauvres, à être aux côtés des gens qui souffrent, à être aux côtés des orphelins. Ça ne vous intéresse pas. Et lorsque je mets une réponse à vos questions, je vous ai dit, moi, je ne viens pas sur vos pages ou alors venir sous vos commentaires pour commenter. Je laisse simplement un message général qui permettra à tout le monde d'écouter ce que j'ai à dire. Alors, Josiane Niobé, j'ai lu votre commentaire sous ma publication en ce qui concerne les investissements de luxe. Sans savoir pourquoi je mettais cette réponse, vous êtes venu laisser plusieurs messages. Moi, je ne commente pas les commentaires. Je laisse une publication et vous viendrez écouter. Alors, ce que je vous disais, c'est que le contexte, c'est pas le fait que nous soyons des Africains, que nous promenons notre africanicité partout. Nous sommes des Africains, certes, d'origine, mais la vie peut nous amener, à un moment donné, à vivre dans des endroits où, malheureusement, notre culture africaine ne nous sert à rien. Et donc, nous sommes obligés, oui, nous gardons une part de notre identité culturelle, mais nous sommes obligés de nous adapter. Je crois que jusque-là, vous me comprenez. Je fais un effort de parler à votre niveau. Et donc, je dis que lorsque nous arrivons en Europe et que nous gagnons de l'argent d'une manière ou d'une autre, la façon d'investir n'est pas la même que lorsque vous êtes en Afrique. Parce que malheureusement, les transactions financières, que ce soit entre l'Europe et l'Afrique, sont différentes. Moi, je me suis toujours demandé comment une personne qui vit en Europe fait pour transporter 30 000 € par an vers l'Afrique, sachant que cette personne, pour qu'elle fasse un virement de son compte en Europe pour son compte en Afrique, c'est très compliqué parce que la banque vous demande toujours le motif pour lequel vous sortez votre argent pour votre compte en Afrique. Il faut un vrai motif. Et deuxièmement aussi, si c'est par Western Union est limité à 5 millions de transactions par an. Et donc, je peux bien comprendre que ceux qui sont dans l'informel réussissent par des méthodes informelles à pouvoir faire des investissements en Afrique avec l'argent qu'ils gagnent en Europe. Ça, c'est leur droit. C'est leur droit, vous savez, chacun a le droit de penser. Mais lorsque vous êtes limité, parce que malheureusement, si vous ne sortez pas de votre espace, vous êtes limité par ce que vous pouvez faire, par ce que vous pouvez savoir. Et donc, vous vous déplacez grâce à la connexion Internet pour entrer dans les vies des gens qui n'ont pas votre histoire, qui n'ont pas votre vécu, qui n'ont même pas... Voilà, vous décidez que bon, c'est Internet, c'est l'espace de liberté et on peut se permettre de dire à tout le monde ce qu'on veut. Madame Niobé, je vous avais dit qu'en Afrique, même les femmes qui ont l'argent préfèrent acheter des terres et construire au lieu d'acheter s'acheter des faux sacs. Maintenant, vous avez fait appel à la morale. Vous savez, les femmes en Afrique qui portent des faux sacs, en réalité, c'est parce que elles n'ont aucune culture. Aucune culture parce que
Moi, je préfère, j'ai beaucoup de respect pour une femme qui porte un sac no-name, très beau sac sans nom, par rapport à une femme qui va aller porter un sac, un faux sac de chez Dior. Parce que moralement, lorsqu'une personne porte un faux sac, c'est quelqu'un qui veut s'inventer une vie, c'est une personne qui veut s'inventer une vie qu'elle n'a pas. Et lorsque cette personne, parce que forcément, hein, le faux se remarque, et même personnellement, lorsque vous marchez avec un faux sac, qu'est-ce que ça vous fait en interne de savoir que vous avez volé l'œuvre de quelqu'un d'autre? Moi, je suis une passionnée de l'art. Je suis une passionnée de l'art à tel point que la plupart des choses que je possède, vous ne me rencontrerez jamais avec ça. Des sacs dans lesquels déjà j'ai investi et aussi des objets que je préfère acheter. C'est difficile de me rencontrer dans la rue avec. Parce que je respecte l'art. Je respecte la création. Je respecte le travail acharné qui a été fourni pour réaliser cette œuvre-là. Et donc, je pense qu'elle mérite d'être achetée à ce prix-là. Moi, j'ai eu un père artiste. J'ai une âme d'artiste. Donc, je ne pense pas que quelqu'un passe des nuits et des nuits à souffrir pour avoir sa propre création, qui va lui donner de l'argent pour vivre, pour faire prospérer son entreprise. Et vous décidez simplement d'aller acheter un faux parce que vous voulez faire croire que vous êtes capable d'acheter ce vrai-là. Je pense que moralement, ce n'est pas ce qui me correspond. Et donc, moi, je préfère ne pas encourager les femmes à porter des faux sacs, des fausses créations, des fausses créations, des créateurs de mode et de se contenter de ce qu'elles peuvent acheter. Une qui préfère investir dans les terres au Cameroun, oui, c'est vrai que c'est une garantie. Mais l'immobilier au Cameroun ne vaut rien du tout. Parce que les prix de l'immobilier ne sont pas protégés au Cameroun comme ils sont protégés en Europe. En Europe, par exemple, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vendre une maison que vous avez achetée à 200 000 euros, à 50, à 75 000 euros parce que vous avez des problèmes. L'immobilier est protégé. Or, au Cameroun, vous pouvez investir 200 millions pour construire votre maison. Et le jour que vous avez les problèmes, quelqu'un vient vous dire que j'ai 50 millions. Moi, j'ai vu des gens acheter autour de moi comme ça. C'est-à-dire que des gens, parce qu'ils se retrouvaient dans des problèmes, vendent leur maison en perdant. Or, si vous voulez faire une telle transaction, en Europe, on va vous dire que c'est du blanchiment d'argent, on va vous dire que c'est une transaction illégale et aucun notaire ne peut valider une telle transaction. C'est-à-dire que la loi en France protège les transactions immobilières. Si vous avez acheté votre maison à 200 millions, on ne peut pas accepter que vous la vendiez à 150 millions. Parce qu'on va dire que vous êtes en train de faire le faux. Vous allez rester avec votre maison jusqu'à trouver quelqu'un, jusqu'à trouver quelqu'un qui va l'acheter au prix. Je vais vous expliquer comment se passe l'achat d'une maison en Europe. Lorsque vous voulez acheter une maison en Europe, le notaire vous demande de trouver quelqu'un qui évalue le bien, ou le notaire lui-même vient avec la personne qui évalue le bien. Et les biens sont évalués en fonction de la valeur qu'a pris des maisons dans cet endroit-là. Parce que quand vous êtes par exemple dans un quartier comme Vogada, on va vous dire que la mercuriale des maisons en Vogada est peut-être de 10 000 le mètre carré. Et donc, vous ne pouvez pas vendre votre maison en Vogada à moins de 10 000. Et en fonction de la durée de la construction, on va vous dire que si vous avez acheté votre maison en 2010, de 2010 à maintenant, ça fait 14 ans, chaque année, la maison a pris 2 000 francs de valeur. Chaque année, à partir du moment de l'investissement, la maison a pris 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000. Et on calcule donc le nombre d'années et on vous dit que voilà la valeur réelle de votre maison. Et vous ne pouvez pas vendre en deçà, à moins de faire aussi une autre expertise pour prouver que votre maison a connu trop de dégâts. Il y a beaucoup de travaux à faire dessus. On évalue les travaux et on défalque l'argent sur la valeur du bien et on fixe le nouveau prix du bien.
Donc, malheureusement, les transactions financières en Europe, les transactions immobilières en Europe ne sont pas hasardeuses. Ce n'est pas parce que vous voulez, que vous décidez que non, moi j'ai trop besoin d'argent, je vais vendre. Non, c'est pas comme ça. Donc, pour répondre à la femme qui m'a dit oui, les femmes préfèrent acheter le terrain. Non, au Cameroun, le terrain, c'est une façon de garder l'argent. Mais je vous dis que lorsque vous gardez votre argent dans un terrain au Cameroun, malheureusement, le jour que vous voulez vendre, ce n'est pas encadré. La loi ne vous protège pas. Et en plus de cela, il y a une grosse difficulté aussi au Cameroun, c'est que l'assurance immobilière n'existe pas encore au Cameroun. Vous ne pouvez pas encore assurer votre maison au Cameroun. Ça signifie quoi? Vous finissez d'investir une maison sur peut-être 200 millions au Cameroun. Il y a un dégât des eaux. Ça veut dire que comme il y a les inondations à Yaoundé, l'eau entre dans votre maison, ça fissure les murs, ça casse tout dans votre maison. Vous allez perdre tout votre investissement. Parce que les assureurs au Cameroun, malheureusement, ne font pas encore des assurances habitation. Et donc, lorsque vous investissez dans un environnement, où vous n'avez aucune garantie, c'est un investissement à perte, c'est la loterie, comme j'expliquais dernièrement. C'est-à-dire que au Cameroun, vous construisez votre immeuble, vous mettez 400 millions. Et Néo, avec sa qualité d'électricité qui est tendancieuse, il y a incendie. Votre immeuble est par terre. Personne ne va vous rembourser les 400 millions. Personne ne vous remboursera les 400 millions que vous avez investis parce que, votre maison n'est pas... aucun assureur n'accepte d'assurer les maisons au Cameroun. Donc, vous voyez que c'est très compliqué. Pour quelqu'un qui a une certaine éducation financière, oui, ce sont des investissements, on appelle ça les investissements de cœur. Lorsque tu viens construire au Cameroun, c'est juste pour le cœur parce que tu es attaché au Cameroun. Mais ce n'est pas un investissement dans le sens où tu vas dire que oui, vraiment c'est de l'argent que je pourrais récupérer ou je pourrais transmettre à mes enfants intacts. Non, c'est un investissement de reconnaissance sociale ou alors un investissement d'utilité. C'est-à-dire que tu te dis oui, je vais vivre au Cameroun, j'investis 100 millions pour ma maison et puis bon, je vais vivre, c'est mon kiff, comme on dit, je sacrifie 100 millions pour ma demeure du Cameroun. Mais je vous dis qu'en termes d'intelligence économique, pour quelqu'un qui réside en Europe, investir dans un bien d'habitation, c'est-à-dire ta maison que tu vas habiter au Cameroun pendant que tu es en France, ce n'est pas intéressant. Mais si tu veux investir dans l'immobilier de location, dans l'immobilier locatif, oui, on va te dire que un investissement locatif au Cameroun est plus rentable qu'un investissement locatif en France. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, au Cameroun, pour construire un immeuble de peut-être 4 appartements qui vont te ramener peut-être 1 million, tu es obligé de... pas que tu es obligé. Tu peux investir environ dans les 120 millions par là. Dans les 120 millions par là. Donc, tu récupères ton investissement peut-être au bout de 10 ans. Mais, pour acheter une maison en France que tu vas mettre en location et quelqu'un va te payer 1 million, tu dois investir peut-être dans les 400 millions par là. Parce que pour une maison qu'on va payer à 1500 €, en France, il faut que l'investissement, tu investisses au minimum dans Et là, je ne parle même pas de Paris. Je prends par exemple les villes moyennes comme Nantes. Tu dois mettre environ dans les 600 000 €. Donc, dans les 400 millions. Donc, oui, quelqu'un qui prend 120 millions, investit au Cameroun et fixe le prix de ses appartements à 250 000, fait 4 appartements, il a dépensé moins et il récolte le même argent que toi. Donc, voilà seulement à quel niveau l'investissement locatif au Cameroun est plus accessible et plus rentable au Cameroun. Voilà seulement à ce niveau-là. Mais le seul souci aussi qui se trouve au Cameroun, c'est que pour louer ta maison aux gens, tu ne peux pas demander les mêmes garanties qu'on demande par exemple en Europe. En Europe, par exemple, lorsque un bailleur veut louer la maison, il va vous demander d'avoir
3 bulletins de salaire. Les 3 bulletins de salaire, votre salaire doit être 3 fois le loyer, le prix de son loyer. Donc, si vous voulez louer un appartement de 250 000 au Cameroun, le bailleur va vous demander de venir avec la preuve que vous gagnez 750 000 francs le mois. Or, on constate que ceux qui louent les petits appartements de 250 000, généralement, c'est des jeunes filles, tu ne sais même pas ce qu'elle fait réellement dans la vie. Elle est là, elle a peut-être 2 gars qui l'aident à payer le loyer. Et donc, il n'y a aucune garantie qu'au bout de 2 ans, ton loyer sera toujours payé. Et c'est la raison pour laquelle le législateur camerounais, quand je dis le législateur, c'est la personne qui fait les lois à l'Assemblée nationale, a constaté que les propriétaires investissaient beaucoup d'argent pour construire leur maison, mais qu'en réalité, puisqu'on ne protégeait pas la façon d'avoir accès à la location, les gens se retrouvaient avec des locataires qui ne payaient pas leur loyer. Ça veut dire que quelqu'un, il te dépose bien les 6 premiers mois d'avance ou alors te dépose les 1 an d'avance, mais au cours de la 2e année, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est parce que simplement, il n'y avait aucune base, il n'y avait aucune chose à la base qui garantissait qu'au bout de 2 ans, il pourrait continuer à vous payer les loyers. La majeure partie de ceux qui louent des appartements de standing, c'est-à-dire, quand je dis standing, 250 000, aujourd'hui à Yaoundé, ce n'est pas le plus cher appartement, hein, c'est-à-dire c'est le basique dans des quartiers comme Kolodongo, Ngousso. Ça veut dire que ce n'est pas des quartiers huppés. 250 000 aujourd'hui à Yaoundé, c'est pas quelque chose de ouf. Mais je vais vous dire que lorsque ceux qui investissent pour construire ce type d'appartement, au bout d'1 an, se retrouvent avec des locataires qui n'arrivent pas à payer le loyer parce que généralement, ce sont des gens qui sont dans des métiers instables, qui font les affaires, qui prennent ce genre les filles qui ont des copains ou je ne sais pas trop quoi, qui prennent ce genre d'appartement. Et une relation... Et une relation amoureuse n'est pas une garantie qu'elle va durer pour toujours et que vous pourrez toujours payer votre loyer. Ça veut dire qu'à un moment donné, malheureusement, ces loyers ne sont pas payés. Donc, oui, vous avez investi votre argent, 120 millions, pour construire votre immeuble. Mais au bout de 2 ans, vos locataires, vous êtes derrière eux pour qu'ils vous payent le loyer. Donc, vous comprenez que malheureusement, vous avez investi à perte. Et vous vous retrouvez plutôt au tribunal parce que aujourd'hui, le Cameroun, c'est le seul pays où quelqu'un peut être condamné, quelqu'un peut aller en prison pour payer loyer impayé. Donc, parce que le législateur camerounais a dit, on n'a pas une autre solution que de pénaliser le non-paiement des loyers. Donc, une façon de vous expliquer que c'était déjà un problème grave. Mais à la base, au lieu que le législateur camerounais passe directement à la pénalisation de l'infraction de filouterie, il devait exiger qu'il y ait un certain nombre de garanties avant l'accès à la location. Mais comment on sait que c'est impossible? Au Cameroun, trouver quelqu'un qui gagne 750 000 en CDI, parce que ici en France, pour que le bailleur accepte vous louer, vous venez avec votre CDI, c'est-à-dire le contrat à durée indéterminée. Le contrat à vie, le contrat de travail à vie. Le contrat de travail jusqu'à ce que vous partiez à la retraite. Quand je dis à vie, c'est un peu exagéré. Mais je suis obligé de parler dans des thèmes, de parler dans des thèmes que vous comprenez facilement. C'est-à-dire que en France, pour que quelqu'un te loue une maison, quelle que soit la location, tu dois lui présenter un contrat de travail à durée indéterminée et comment tu appelles ça? Et ton salaire doit représenter 3 fois le prix de son loyer. Donc, c'est ça que je suis en train de tenter de vous expliquer que c'est vrai pour l'investissement immobilier. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est une forme de reconnaissance sociale. Oui, telle personne a construit, telle personne a construit. Mais pour des gens qui résident en Europe, c'est surtout un investissement de cœur. Pour te dire que oui, l'espace que je peux m'offrir au Cameroun, parce que les gens ici vivent dans des petits espaces, parce que le mètre carré coûte extrêmement cher. L'ambition de tout Camerounais est de prendre sa retraite 60 ans
et de venir vivre au Cameroun en ayant un petit jardin, en ayant des dépendances, et donc nombreux parmi les gens qui vivent en Europe investissent dans des maisons qu'ils viendront habiter à 60 ans. Mais lorsque tu as 30 ans, tu commences à investir seulement au Cameroun pour la maison que tu vas occuper dans 30 ans. Ce n'est pas un investissement intelligent. Je pense qu'on doit commencer à investir pour sa maison de retraite à partir de 50 ans. Lorsque tu as 50 ans, tu te donnes 10 ans pour terminer ta maison de la retraite. Mais si tu n'as pas 50 ans, ça ne sert à rien de commencer à investir pour une maison que tu vas utiliser dans 30 ans. Ça n'a pas de sens. Donc, soit tu investis dans un bien que tu vas mettre en location, c'est-à-dire tu construis pour que d'autres personnes louent et l'argent qu'ils vont te donner, ça te permet de prendre encore des crédits en Europe pour investir dans autre chose. Sinon, ce n'est pas intéressant. Et donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'avoir, quand tu as l'argent en Europe, mets dans les différents comptes d'épargne. Il y a des comptes d'épargne ici, comme par exemple le plan épargne logement, qui a un taux de rentabilité très intéressant. C'est des choses que vous ne savez pas là-bas au Cameroun parce que malheureusement, ce sont des produits bancaires qui ne sont pas proposés au Cameroun. Je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un qui a ses 100 millions, je vais lui dire, ouvre des comptes bancaires dans 5 banques en France ou dans 4 banques en France. Tu ouvres des plans épargne logement, tu mets ton argent là-bas et ton argent te produit plus qu'un immeuble au Cameroun en termes de rentabilité. Il y a des placements financiers. Ça, c'est des produits que les gens ne connaissent pas trop en Afrique. Il y a par exemple des assurances vie. Il y a par exemple un certain nombre de produits financiers, malheureusement, que vous n'avez pas au Cameroun et qui sont plus rentables que l'immobilier. Donc, vous êtes focalisé parce que vous avez des vues de l'Afrique et une vue limitante parce que, malheureusement, ceux qui viennent prendre la parole pour essayer de vous éduquer sur les réseaux sociaux n'appartiennent pas à des milieux réservés parce que ceux qui sont dans les milieux réservés n'aiment pas venir prendre la parole sur les réseaux sociaux pour vous apporter une certaine éducation financière. Lorsque quelqu'un au Cameroun, je vais vous dire par exemple, moi je suis au Cameroun, si j'ai 1 milliard, parce que les comptes au Cameroun sont plus rémunérés que les livrets A français. Ça, les gens, ils ne savent pas. Je préfère mettre mon argent, 1 milliard, à la Société Générale au Cameroun, sachant que ça va me rapporter peut-être 100 millions par an. Environ dans les 70 millions par an au Cameroun, parce que je crois que le taux est de 7%. Lorsque tu as 1 milliard, tu déposes dans un compte au Cameroun, ton argent, tu n'as pas besoin de le nourrir. Tu n'as pas besoin de courir derrière un locataire. Tu n'as pas besoin de courir. Tu peux acheter 100 taxis. Les gars, ils conduisent le taxi 2-3 mois, ils te versent l'argent. Au bout du 4e mois, ils te disent que oh, j'ai eu la panne. Oh, les policiers m'ont arrêté. Ton investissement part dans l'eau. Et si tu as la malchance, on vole même, tu ne vois plus tes voitures. Donc, moi qui ne veux pas perdre mon temps à courir derrière les gens, que ce soit en investissant dans les taxis, en investissant dans le commerce, je prends mon argent, je mets dans un compte bancaire et à la fin de l'année, ça me donne seulement les intérêts. Et je suis tranquille. Voilà Cyber Ops qui dit qu'en Europe de l'Est, les banques vont jusqu'à 15%. Vous ne connaissez pas les placements financiers. Vous ne savez rien de rien. L'immobilier au Cameroun, je vous assure, ce n'est pas intéressant pour quelqu'un qui a d'autres possibilités. Donc c'est encore mieux, quand tu es au Cameroun, tu as l'argent. Encore qu'au Cameroun, quand tu as l'argent, ton argent là sur place, qui vient du Cameroun par tes moyens, tu fais tes marchés publics, tout ça, 4-5 marchés publics, tu déposes soit chez Standard Chartered ou chez Société Générale, c'est plus intéressant que de construire. Parce qu'à la fin de chaque mois, à la fin de chaque année, tu as l'équivalent de la rentabilité de 5 immeubles. Donc, vaut mieux investir ton milliard dans 2 ou 3 banques au Cameroun et tu es tranquille. Mais aujourd'hui au Cameroun, les gens font des investissements pour se faire voir, alors que ce n'est pas rentable, alors qu'ils souffrent pour récupérer leur loyer. Rien ne les protège en dehors de cette nouvelle loi sur la filouterie de loyer qui a été, ça ne fait même pas 4 ans que cette loi elle existe, cet article de loi existe. Ça ne fait pas 4 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont investi
ont investi et ont perdu l'argent. Tu vois, quelqu'un vient te supplier que, pardon, pas avec mes loyers, libère seulement ma maison. Combien de fois vous voyez les problèmes de loyer au Cameroun? Simplement parce que les gens, c'est difficile de tomber sur des... C'est pas par malhonnêteté. Le milieu des affaires au Cameroun, c'est incertain. Tu peux aller prendre une maison en location. Tu comptes sur le paiement de tes marchés publics. On te dit que depuis 2 ans, l'État ne paye pas les marchés publics. Mais toi qui as pris la location, comment tu fais pour payer tes factures? Là, la partie, là, ça ne concerne pas l'État. Et même au Cameroun, il n'y a pas une assurance pour les bailleurs. Parce qu'en France, ce que vous ne savez pas, les bailleurs en France ont une assurance. Que si jamais au bout de 3 mois, ton locataire ne paye pas ton loyer, avec le commandement à payer, tu saisis ton assureur et ton assureur te verse les loyers qui ont été impayés. Il y a une assurance sur les locations que les bailleurs prennent auprès des assureurs pour que si jamais ces loyers ne sont pas payés, que l'assureur puisse payer. Donc, il y a un certain nombre de garanties en Europe que malheureusement au Cameroun, encore, il n'y en a pas. Donc, vous ne pouvez pas venir sur la page de quelqu'un qui vit en Europe, lui proposer des investissements pour quelqu'un qui est en Afrique. C'est les mots de tête. Je vous dis, j'ai essayé. Le chantier que j'ai commencé à faire en Gousso, bon, les gens, des membres de ma famille, je parle sur cette page parce que je sais que ce sont ceux qui me connaissent vraiment qui sont sur ma page. J'ai acheté un terrain de 1000 mètres carrés en Gousso en 2008. J'avais 26 ans. Je vivais en Europe. J'avais le chantier au Cameroun. Comme j'avais un compte au Crédit Lyonnais, à l'agence de Mokolo, j'ai laissé les procurations à l'une de mes sœurs de s'occuper de construire ma maison. Mes tantes sont ici sur ma page. Quand je parle ici sur cette page-ci, je ne peux pas dire quelque chose qui n'est pas vrai parce que ce sont des gens qui connaissent mon histoire qui sont sur ma page. Je vous assure que si j'ai dépensé moins, je ne peux pas dire que j'ai dépensé moins de 30 millions. Je vous dis dans la construction. Le jour que j'arrive au Cameroun, j'ai trouvé, on avait bien creusé les fondations, hein, mais j'ai trouvé un demi-mur. On me dit que j'ai choisi un plan compliqué. Mes tantes sont ici, les petites sœurs de ma mère. Ma mère même écoute le direct ici. C'est ma mère qui me dit que, mais comment tu peux avoir un chantier? Toi-même, tu n'es pas là, tu confies aux gens au Cameroun de gérer. Je vous assure que, entre le prix du terrain et ce que j'ai investi, si j'ai laissé moins, quand je suis arrivé, si je n'ai pas eu l'AVC, si moi je n'ai pas eu l'AVC, sur mon terrain de Ngousso, tout le monde peut aller en Ngousso maintenant, vous allez trouver ça en face de la Total. J'ai regardé comme ça, je suis arrivé. Si je n'ai pas eu l'AVC, c'est que l'AVC ne pourra plus jamais me prendre. L'AVC ne pourra plus jamais me prendre. J'ai dit, j'avais 26 ans, je vous dis. J'avais 26 ans, j'ai pensé à acheter un terrain. Le terrain aujourd'hui, étant donné qu'on a commencé les gens qui se sont moqués de moi ont commencé quand même à monter quelques petits murs. Hein. Ils m'ont dit que oui, c'est parce qu'on a fait des murs de soutènement, on a fait ceci. Mes amis sont ici, ils se connaissent. J'étais parti là-bas sur le site avec mon ami Ernest Obama. À l'époque, on marchait ensemble. Donc, revendre même le terrain, étant donné qu'il y a un début de construction, c'est compliqué. D'accord. C'est beau. Merci. Donc, je vous dis que j'ai vu ça comme ça. Ça m'a découragé. C'est-à-dire que lorsque toi, tu as un chantier au Cameroun, tu n'es pas là. Celui qui s'occupe de ton chantier lance son chantier avec ton chantier. Et ce sont des choses, quand tu as vécu ça 1 ou 2 fois, tu préfères prendre ton argent, mettre à la banque, le jour que tu auras le temps, ou alors tu trouves une maison que tu peux acheter, tu achètes et tu quittes derrière les problèmes. Mais même acheter la maison au Cameroun, c'est toujours compliqué. La preuve en est que vous avez vu la fin d'une transaction entre une dame qui m'a proposé de me vendre la maison, elle a reçu l'avance de l'argent. Au bout de 6 mois, ayant déjà reçu mon argent, elle me dit que non, finalement, elle ne me vend plus au prix là. Soit j'augmente l'argent, soit elle me rembourse mon argent. Elle m'appelle, elle me dit qu'elle a déposé mon argent chez son avocat. Les millions que j'ai sortis d'un compte en Europe, comment je fais pour les renvoyer en Europe, je ne connais pas.
Elle me dit d'aller récupérer ça chez son avocat. J'ai dit non. Puisqu'au moment où je prends la maison, j'ai fait des travaux. Les travaux m'ont coûté 12 millions. Donc si tu veux me rembourser, tu ne peux pas me rembourser l'argent exact que je t'ai donné. Tu dois me rembourser en tenant compte de l'argent que je t'ai donné pour faire les travaux. Elle a dit non. On est parti dans un premier tribunal, le tribunal de grande instance en matière civile. On a dit qu'elle doit me rembourser. Maintenant, on fait appel de la décision. Elle dit qu'en tout cas, sa maison est en location. D'ailleurs, même sa maison est en location, elle va au tribunal des Kounou. Vous avez vu toute la scène sur Internet où désormais elle nous accuse d'être les locataires de sa maison. Heureusement que la décision de justice est sortie en disant qu'elle est condamnée parce qu'elle a menti. Mais vous devez comprendre qu'il n'y a aucune garantie dans les transactions immobilières au Cameroun. Quel que soit l'immobilier au Cameroun, c'est une question de chance. Pour construire au Cameroun, tu dois te lever toi-même. Tu te lèves toi-même, tu pars t'asseoir au Cameroun. Ou alors tu décides que tous les 3 mois, comme j'ai vu ma mère faire pour ce qui est de la construction de ses maisons à soi, bon, elle n'a pas mon âge. Ma mère n'est pas en activité professionnelle, donc elle peut souvent se lever, aller passer 3 mois au Cameroun. Pendant les 3 mois, elle suivait ses travaux. Pendant les 3 mois, elle suivait ses travaux. Là, pour la transaction immobilière que j'ai fait avec la dame là, j'ai passé 2 ans au tribunal. Et les 2 ans au tribunal, j'étais au Cameroun. 2 ans, on a passé au tribunal. Donc, c'est beaucoup de temps perdu pour rien. Il faut décider, par exemple, que je m'en vais surveiller mon chantier au Cameroun. J'ai 55 ans, je peux prendre une retraite anticipée. J'ai déjà acheté en France. Je m'en vais prendre une retraite anticipée à 55 ans. Je reste au Cameroun pendant 2 ans. Quand il y a l'argent, construire une maison, ça ne prend pas plus d'un an. Hein. Lorsque tu viens avec tout ton matériel, tout, l'argent est posé. Au bout de 7 mois, je crois que la construction elle est terminée. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ceux qui lancent les chantiers pendant 10 ans, à un moment donné, tu vas constater qu'il y a l'humidité dans ta maison parce que pendant longtemps, les papins ont pris de l'eau. Donc, la meilleure façon de construire, c'est de lancer le chantier, de le terminer une fois. Et ça, il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps de rester 7 mois au Cameroun, sur place sans bouger. Donc, c'est ça que je tente de vous expliquer. Maintenant, pour revenir à l'investissement sur la maroquinerie de luxe, je vous ai dit que en France, par exemple, pour acheter un appartement, l'État te demande de prouver où tu viens avec, tu sors avec l'argent. On ne peut pas accepter que tu achètes une maison en France, même si tu as 1 milliard sous ton lit. Même si tu as 10 milliards au Cameroun, ou dans un compte au Luxembourg, ou je ne sais pas où, pour que tu achètes un bien immobilier en France, tu dois justifier où tu prends l'argent. Sinon, la banque n'accepte pas la transaction. Donc, qu'est-ce que d'autres personnes font souvent? Tu as ta carte de ton compte bancaire, soit au Cameroun, soit au Luxembourg, soit aux États-Unis, je ne sais pas où. Tu vas dans une maison de luxe, tu achètes un sac, tu achètes ton sac, tu le gardes, et la valeur de ton sac, lorsque tu le revends, en termes de plus-value, ça rapporte plus que l'immobilier. Hein? Parce que si tu peux garder un sac 10 ans, il y a des gens qui ont acheté par exemple le Speedy chez Louis Vuitton. À l'époque, quand il coûtait 600 €, aujourd'hui ce Speedy vaut 2200 €. Donc en très peu de temps, le Speedy a pris de la valeur. Hein? Le Speedy a pris de la valeur et quand tu le revends, tu gagnes de l'argent. Donc il y a des gens qui préfèrent, pour pouvoir garantir de l'argent qu'ils ont d'une manière ou d'une autre, ils investissent dans les bijoux, ils investissent dans les sacs, ils investissent dans les montres. Si par exemple tu as un show qui te donne 10 000 €, les 10 000 € en France, tu ne peux pas les mettre dans le compte bancaire. Ton banquier ne va pas accepter de les garder. Ça, vous ne savez pas. Lorsque vous avez un gars ici, il est joueur de foot, il est ceci, il vous donne l'argent, 15 000 €. Soit vous gardez cet argent sous votre lit et avoir le risque qu'on va le voler, soit vous partez acheter une parure chez Van Cleef, vous gardez votre parure et à tout moment, votre parure elle prend de la valeur parce que c'est de l'or, c'est du diamant. Mais vous ne pouvez pas mettre l'argent qu'un show vous a donné dans un compte en Europe. C'est interdit. Dès que vous mettez, on bloque votre compte. En Europe, tout argent qui entre dans un compte bancaire, le banquier doit savoir d'où ça vient. Vous ne pouvez pas faire un marché public au Cameroun et on ne connaît pas votre activité
du Cameroun en France. Et on vous paye peut-être 200 millions au Cameroun. Et vous venez investir en France. Non, le banquier ne va pas accepter de prendre votre argent. Le banquier ne va pas accepter. Maureen l'Africaine, tu n'as jamais acheté un sac de luxe. Tu n'as jamais eu de l'immobilier. Mais tu viens me dire que c'est faux ce que je dis. Parce que tu veux intervenir dans mon direct. Ceux qui veulent prendre la parole hein, sur mon mur, si je vous ai dit, ça c'est pas le mur de la politique. Parce que mes amis qui sont sur mon autre mur ont dit qu'ils ne veulent plus les débats des sacs, les débats des machins. Maureen, si tu veux prendre la parole, appelle-moi, tu prends la parole. Je dis, vous avez désormais réduit votre illettrisme derrière un mot. Mythomanie. C'est faux. Tu mens. Venez, tu prends la parole. Parce que moi, je te dis que les gens qui m'écoutent et qui continuent à m'écouter, c'est des gens qui ont un certain niveau intellectuel. Si tu n'as pas le niveau intellectuel le même que le mien, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Donc, je vais te proposer. Il y a des Camerounais qui sont en ligne qui écoutent. Envoie la demande, tu t'exprimes et tu expliques aux Camerounais. Parce que je pense que si tu t'es branché à ce direct, c'est parce que ce que je dis te concerne. Parce que tu n'es pas abonné à ma page. Donc, viens, tu appelles. Je vais prendre les appels. Maureen, envoie l'appel. Parce que toi, tu me cherches, je ne sais pas ce que tu cherches derrière moi. Laetitia, je ne parle pas d'acheter à plus de 1000 euros. Je dis que lorsque tu as un compte étranger, tu as la carte de crédit du compte étranger. Tu peux payer même pour 100 000 euros avec la carte de crédit. En Europe, par exemple, quand tu es résident en Europe, tu ne peux pas payer en espèces avec plus de 1000 euros. Tu ne peux pas payer en espèces plus de 1000 euros. Lorsque tu es de passage en France et tu es touriste, tu ne peux pas payer plus de 3000 euros en espèces. Mais je te dis que si tu as une carte de crédit, donc compte au Luxembourg, au Nigeria, en Guinée équatoriale, je ne sais pas où, tu peux payer dans un magasin avec ta carte de crédit liée à ce compte bancaire-là. Donc, j'attends que Maureen prenne la parole avant que je continue mon direct. C'est bien ce que je dis, on paye par carte ou par chèque. Lorsque le compte est domicilié dans le pays où tu as envie d'acheter, oui, on accepte que tu achètes par chèque. Donc, les moyens de paiement dans les maisons de création, c'est chez les grands créateurs pour des achats élevés, ça se fait avec la carte de crédit. Donc, voilà ce qu'ils savent. Donc, je suis en train de vous dire que l'argent est très contrôlé en Europe. Donc, je suis en train de vous expliquer que lorsque moi, j'investis dans un sac, je n'investis pas dans un sac pour qu'on me voit avec un sac, puisque tout le monde vous a toujours dit que si vous me rencontrez, je n'ai ni boucle d'oreille, ni maquillage, ni perruque, ni rien. Donc, je n'investis pas dans le luxe pour me faire voir, non. J'investis parce que parfois, lorsque je peux avoir un bénéfice sur quelque chose, c'est ma façon de garder mon argent. Et puis de temps en temps, quand je vais dans des milieux qui correspondent à mon statut social, je m'habille avec les articles de mon milieu social. Mais dans la rue, pour aller acheter les plantains, dans les marchés africains, là, non, je ne peux pas porter un sac de luxe. Ça n'a pas de sens. Je cherche, je prends un sac de course, voilà. Je fais rien pour ressembler à quelqu'un qui gagne même 1000 euros. Ça, je vous assure. Donc, si les gens vous sortent mes photos dans la vraie vie, on va vous dire, voilà, Marlène, vous avez dit non. Parce que je fais tout pour ne pas ressembler à quelqu'un qui a même 1 euro. Donc, entre ce que vous décrivez de moi sur les réseaux sociaux et ceux qui me connaissent en vrai, ils vont vous dire que c'est 2 personnes différentes. Vous avez des photos de moi en situation dans le cadre de mes activités professionnelles, dans le cadre de mes activités humanitaires. Mais dans la vie de tous les jours, non, je ne m'affuble pas de luxe. Or, des articles de luxe, j'en ai tellement. Mais c'est difficile de me rencontrer dans la rue parce que je sais que je porte des choses qui ont une valeur. C'est difficile même de me rencontrer en France. En dehors des milieux très huppés, habillé avec un sac de luxe. Donc, je ne le fais pas pour éblouir les yeux de qui que ce soit. Donc, celle qui est venue dire, Madame Nyobe qui disait que
les femmes au Cameroun peuvent acheter les faux sacs. Moi, je ne respecte pas une femme qui met un faux sac. Je respecte une femme qui met un très beau sac, no-name, très beau sac. Et même, je respecte toutes les femmes qui sont dans le quiet luxury. Parce que même dans les marques, même chez Louis Vuitton que vous voyez là, chez Dior et chez Chanel, il y a des créations où Dior ne va pas mettre la marque en extérieur. Ça, c'est réservé pour les ultra riches. Parce que les ultra riches sont gênés lorsqu'on peut deviner le prix de ce qu'ils portent en extérieur. Mais comme ils ont les moyens de pouvoir s'offrir un certain nombre d'articles, les maisons de haute couture, les grands joailliers et tout ça, fabriquent une ligne pour les ultra riches. Et cette ligne-là, elle n'a pas de logo trop visible à l'extérieur. Il faut vraiment s'y connaître pour savoir que actuellement cette personne porte une parure Van Cleef à 200 000 euros. Par exemple, actuellement là, comme la collection Alhambra de Van Cleef est très connue, c'est très difficile de me voir en photo avec quelque chose de la collection Alhambra. Je ne la mets pas. Je ne peux pas mettre ça. Je mets peut-être des boucles en fleurs de chez Van Cleef parce que je peux la porter. Personne ne peut vous dire que c'est du Van Cleef. Personne ne peut vous dire. Mais la collection Alhambra de Van Cleef a été tellement vulgarisée au point où aujourd'hui elle est copie. Et tellement il y a des copies que ça prête à confusion. Vous voyez maintenant toutes les jeunes filles au Cameroun, elles font la vidéo, elles portent des bracelets Alhambra de Van Cleef. Des bracelets à la base qui coûtent 6 500 euros. Vous les voyez avec ça, vous vous demandez, elle a fait comment pour les acheter. Mais parce qu'aujourd'hui, elle est faux. Et donc, pour ne pas être dans la confusion, si j'ai une parure Alhambra, je ne la porte plus. Je porte les parures, non seulement qui ne sont pas connues, mais voilà, qui ne circulent pas encore dans les faux, que personne ne porte encore. Parce que ce n'est les gens qui copient les marques, lorsqu'ils remarquent que quelque chose est à la mode, c'est là qu'ils partent faire le faux. Mais lorsque personne ne connaît un article, les faussaires ne trouvent pas l'intérêt à copier cela. Donc, voilà. Moi, vous n'allez jamais me rencontrer dans ma vie de tous les jours avec une paire de boucles d'oreilles. J'en porte pas. J'en porte pas. Demandez mes photos des gens qui me filment au hasard comme ça. Je suis toujours en babouche avec mon foulard et comme ça, sans sac de marque. Fantomas Tarzan, vous êtes en Europe, avez-vous vu, tu as déjà vu quel richissime même, qu'est-ce que vous savez de, je n'aime pas avoir certains débats avec vous. Je vois qu'il y a Maureen qui est déjà là. J'ai dit, malheureusement, j'ai arrêté de répondre aux Maureen l'africaine et tout ça parce que je vous ai dit que, étant donné que dès que vous déposez une plainte en Europe, les enquêteurs se branchent sur votre page Facebook. Et ils se branchent, surtout pour la cybercriminalité, et ils se branchent sur la page de la personne que vous avez porté plainte. Donc, à l'heure actuelle, la seule chose que je peux vous dire, c'est que sur la plainte de M. Gaëtan Joly, il a bien dit, il a bien indiqué avec toutes les preuves quelle est sa profession. Il a bien donné ses bulletins de salaire pour montrer que ceux qui sont diffusés ne sont pas les siens. Et nous laissons la procédure suivre son cours. L'excuse selon laquelle c'est moi qui aurais diffusé les documents de mon mari, ça ne peut pas tenir parce que moi, je n'ai jamais eu accès à ce type de documents, les documents qui ont été publiés par la Kikinette. Je n'ai jamais eu accès à ces documents-là. Et ni moi ni mon époux n'a eu accès à ces documents. Donc, forcément, on ira en justice. Et nous savons que Kikinette est tellement courageux qu'il viendra dire que oui, ce n'est pas moi, c'est pas chez moi qu'il a pris ces documents. Parce que moi, je n'ai jamais eu accès à ces documents-là. 2022, je n'étais pas en France. Mon époux reçoit ses bulletins de salaire uniquement en ligne sur son compte personnel. Je ne sais pas comment, par quelle voie, moi j'aurais eu accès à son compte personnel, email, pour pouvoir tirer voilà, je ne sais pas comment j'aurais pu avoir ça. Mais tout ce que je peux faire, parce que je sais que l'enquêteur m'a encore assuré que lui, il est sur ma page, il nous écoute, par rapport à ces allégations.
il faut apporter des clarifications par rapport à ça. J'ai dit, je ne pouvais pas répondre sur la page Patience et vous tout parce que malheureusement, c'est une page qui est suivie par plus de 50 000 personnes. Il y a 34 000 abonnés, j'ai 5 000 personnes et des gens qui regardent, qui viennent, qui ne sont pas abonnés. Donc là-bas, on a environ 50 000 personnes. Et ces personnes ont dit, nous ne voulons plus les histoires, des réponses des gens de Facebook sur cette page-là. Hein? Parce que lorsque toi, je te vois t'assister sur ma page, toi, Maureen, c'est parce que tu veux que je vous réponde. Je pense que je vais d'abord peut-être prendre un document. Je ne sais pas comment je pourrais l'effacer. Mais je vais te montrer l'attestation de plainte et tu verras le métier de mon mari. Je crois que je vais le faire. L'enquêteur, s'il veut, il prend ça comme il veut. Je vais le faire parce que je te vois brancher en direct. Et après, on va continuer. Donc, je vous donne, laissez-moi un peu 1 minute et puis je reviens. Je reviens, hein. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Une procédure en justice, vous ne pouvez pas continuer à insulter ou à répondre à quelqu'un à qui vous avez déjà porté plainte. Ce sera comme si vous avez décidé de vous faire justice vous-même. Vous avez décidé de vous faire justice. Car lorsque vous avez déjà déposé la plainte, vous attendez tout simplement l'issue de la plainte. Parce qu'on sait que ce sera trop facile pour la personne de dire oui, je ne sais pas où j'ai pris ces documents. Voilà. La plainte sur la cybercriminalité, ça c'est autre chose. Je vous lis, hein. Non, je vais répondre à Maureen. Et en répondant à Maureen, je réponds à tout le monde aussi parce que moi je parlais d'autre chose. Je crois qu'elle est venue, elle s'est abonnée à ma page et je sais qu'elle est la porte-parole d'un petit groupuscule qui me harcèle sur les réseaux sociaux ou alors qui a décidé de... Je suis leur star, mais comme je ne les aime pas beaucoup, ils essayent de me suivre d'une manière ou d'une autre, de me harceler d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Je vous lis, hein. Moi, je vous aime pas, Maureen. C'est pas la blague, hein. C'est pas la blague. J'aime pas ce que vous êtes. J'aime pas ce que vous faites. J'aime pas votre façon d'être. Et rien ne peut me convaincre du contraire. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je ne prends pas la peine de suivre cette personne, de la suivre partout, d'essayer de dire des choses sur la personne. Non. Je préfère t'ignorer et je reste dans mon coin. Moi, je ne vais jamais vous aimer, même si vous venez rire dans mes directs. J'aime pas trop ce que vous êtes. J'aime pas ce que vous êtes. Et je ne pense pas que vous puissiez changer parce que malheureusement, l'éducation qu'on vous a donnée ne vous permet pas d'être autre chose que ce que vous êtes maintenant. Donc oui, malheureusement, vous serez ce que vous êtes et des gens comme moi ne vont jamais aimer ce que vous êtes. Je pense que c'est aussi notre droit de ne pas aimer ce que vous êtes. On vous a proposé un débat. On vous a proposé un débat pour permettre aux Camerounais de connaître qui est qui. Vous êtes venus avec des histoires à dormir debout. Et comme nous, on est déjà en procédure pénale, malheureusement, notre capacité à réagir est désormais limitée, puisque le juge va nous dire, si vous répondez à cette personne, ça veut dire que vous décidez de vous faire justice. Et pourquoi vous venez encore vers moi si vous avez décidé de vous faire justice? Donc vous comprenez que c'est assez complexe. C'est assez complexe. Je lis votre question, hein. Bon, Maureen, si tu ne cherches pas l'amour, quitte sur ma page. Moi, je ne t'aime pas, hein. Rien que le fait de te voir sur mon mur, je n'aime pas, je n'aime pas. Si je ne représentais rien, vous ne serez pas sur ma page à guetter mes faits et gestes. Est-ce que c'est vous qui pouvez me convaincre que je ne représente rien? Toi, Maureen, tu fais des directs sur Internet. Qui t'a déjà cité quelque part que tu es quelque chose?
Vous êtes des merdes en fait. Quelqu'un ne représente rien. Est-ce que tu m'as déjà vu sur ton mur? Je te connais parce que tu commentes tout le temps sur mes murs. Moi, je suis en train de parler de quelque chose. Tu viens, tu nous détournes. Il faut qu'on s'occupe de ta gueule. Tu n'es pas d'abord une belle femme. Tu n'es pas une femme propre. Et c'est pas ce que tu cherches derrière moi. La visibilité, tu ne l'auras pas parce que tu me dénigres sur les réseaux sociaux. Lorsque les gens vous voient, ils viennent seulement m'écrire que Marlène ne répond plus à ces gens-là. C'est de la pourriture, c'est de la saleté. Est-ce que vous pensez que le fait que vous parlez de moi, ça vous met à mon niveau? Au lieu de copier ce que je fais dans le sens qui est positif, votre travail, c'est de me dénigrer sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose sur moi? Est-ce que vous pensez réellement que ça change quelque chose sur moi? Ça ne change rien sur moi. Hein? Ça ne change rien sur moi. Vous avez constaté que ce soit en termes de considération, en termes de je ne sais pas trop quoi, vous avez bien vu que ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change rien à la considération que les gens pourraient avoir pour moi. Donc, à un moment donné, vous devez vous fatiguer. À un moment donné, vous devez vous fatiguer. Donc là, je pense que j'ai essayé au maximum. Voilà la profession de Gaëtan. Vous voyez bien, procédure pénale. Donc ça, c'est une copie le papier de la gendarmerie. C'est pour ça que je le cache. Voilà sa profession. Pourquoi elle veut que je la fabrique? Elle veut que je la fabrique pourquoi? Hein? Pourquoi elle veut que je la fabrique? Je dois la fabriquer pourquoi? Pourquoi je devrais la fabriquer? Attends, je prends quelqu'un là. Voilà, je m'arrête de parler parce que la personne... Je suis en train d'ajouter la personne. Hein. Voilà, on n'a pas pu prendre la personne. Donc, Maureen, je pense que l'écran, peut-être nous fait défaut. Malheureusement, on n'a pas pu avoir la personne. Donc, tu penses que le fait que vous fassiez des directs pour dire que mon mari est serveur, ça va changer quoi sur ce qu'il est? Vous pensez réellement que si vous dites que mon mari est un serveur chez McDonald's, ça va changer quoi à sa profession? Ça va changer quoi à son salaire? Vous pensez que s'il y a eu un Bamileke qui a travaillé à Vigne Dorée et vous a donné des bulletins de salaire sur lesquels vous avez mis le nom de mon époux, est-ce que c'est son bulletin de salaire? Lui, il a décidé de porter plainte contre vous parce que, ce que vous prétestez que c'est son métier, ce n'est pas son métier. Hein? Ce n'est pas son métier. Et, et voilà. Moi, je vous ai dit, le débat sur mon époux, je ne le fais plus. Je pense qu'il a fait ce qu'il faut faire à son niveau. L'écran, je ne sais pas, l'écran est un peu flou. Mais on a suffisamment lu. Maureen, si tu travailles pour McDonald's, c'est très bien. Je vais te montrer un produit que je suis en train de développer actuellement pour le merchandising de McDonald's. Je vais te montrer ce que moi je fais pour McDonald's. Moi, je travaille pour McDonald's aussi. Voici un produit que je suis en train de concevoir en termes de merchandising. Regarde, c'est des vernis McDonald's. Tu as vu? Des vernis pour femmes McDonald's. Tu as vu ce que je propose? Est-ce que tu as vu? Moi aussi, je travaille pour McDonald's. Je conçois des éléments de merchandising. J'envoie. Voici par exemple le vernis McDonald's. Tu as vu, non?
vernis à ongles, McDonald's. Hmm? Je vais envoyer à la fabrication plusieurs, je livre à mon client qui demande des éléments publicitaires. Tu as vu? Même moi, je travaille avec McDonald's. Même mon vernis, c'est McDonald's. Hmm? Je dis que si en 2000, en 2000, je ne sais pas combien, en 2000, lorsque mon beau-père décide de faire son testament, mon mari travaillait pour McDonald's comme manager. En 2024, il n'est plus manager. Moi, il y a 10 ans, j'étais assistante de direction à la CRTV. Mais mon métier actuellement n'est pas assistante de direction à la CRTV. Hmm? Donc, vous n'allez pas dire que parce que quelqu'un travaillait, hein, quelqu'un travaillait quelque part et occupait ce poste il y a 2 ans ou 3 ans, c'est le même poste que la personne occupe aujourd'hui. Donc, est-ce que ça a une logique? Vous êtes très stupides, vous, les gens des réseaux sociaux, là. Hein? Tu peux avoir un document de moi. Lorsque j'ai accouché ma fille Cynthia, sur l'acte de naissance de ma fille Cynthia, ma profession, c'est élève. Mais lorsque j'accouche Océane, ma profession, c'est cadre commercial. Donc, si tu as un document qui dit que mon mari est manager McDonald's, cherche à savoir à quel moment le document a été fait. Lorsque quelqu'un fait son testament, son enfant est élève. Donc, si tu avais vu profession élève et tu allais dire qu'aujourd'hui, mon mari est élève, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Lorsque ma fille Cynthia, à 16 ans, obtient son bac, moi n'étant pas salarié, la personne qui prend la maison pour elle, c'est bien mon époux qui avait loué la maison pour elle. Et donc, si mon époux donne ses papiers pour prendre la maison à mon enfant, ça signifie que c'est mon époux qui habite cette maison. Or, vous ne savez pas que quelqu'un qui est mineur en France ne peut pas prendre la location à son nom. Pourquoi à tous les points je dois venir m'expliquer avec vous? Parce que comme vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, vous êtes en train de dire que oui, c'est du mytho. Mon mari tombe sur moi, j'ai des enfants. Mon enfant doit aller à une formation ou à une école à près de 50 km de là où je vis. Bah, pour louer la maison, elle a 16 ans, elle a 17 ans. La personne qui donne ses papiers pour la maison, c'est qui? Ce sont ses parents. Et c'est son parent qui est salarié, puisqu'on demande 3 fiches de salaire. C'est son parent qui est salarié qui fournit les papiers. Et donc, le contrat est au nom de qui? Le contrat est au nom du parent. Qui paye le loyer? C'est son parent qui paye le loyer. Puisqu'à 16 ans, tu ne peux pas encore avoir un compte chèque, un compte courant. Avant la majorité, tu ne peux pas. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir un compte où on prend les virements. Mais tout ça, vous ne savez pas parce que je ne vais pas dire que vous êtes des illettrés. Vous ne faites pas exprès. Vous entrez dans les vies des gens. Vous les insultez parce que vous estimez simplement que ce n'est pas possible. Mon mari et moi, il y a 10 ans d'écart. Il me trouve, j'ai déjà des grands enfants. Mes enfants doivent aller à l'école. Ils deviennent systématiquement leur père. Et ma fille habite seule depuis qu'elle a l'âge de 16 ans. Il faut lui louer un appartement. La personne qui fournit les papiers de l'appartement et qui fournit le compte, c'est bien mon époux. L'autre dit que oui, comme il y a eu une entrée de 9 000 € et un rejet de 400 €, ça signifie que non, on n'avait pas l'argent. Et vous voulez qu'on vous explique dessus. Comment quelqu'un montre son compte bancaire? Le même jour, il y a virement 9 000 €. Le même jour, la banque rejette un paiement de 400 €. Et vous dites que non, on ne pouvait pas payer. Ça signifie simplement que la banque n'a pas été autorisée à prélever cet argent. Tu ne peux pas avoir 9 000 € le même jour et la banque refuse de payer 400 € et quelqu'un s'assoit sur Internet pour vous expliquer que ça signifie qu'on n'avait pas l'argent pour payer. Mais
est-ce qu'on va courir derrière toutes les bêtises que vous racontez? On laisse seulement le soin à l'intelligence de tout un chacun de savoir faire la part des choses. Moi, j'ai fait un doctorat en administration des affaires. Ça s'appelle DBA. J'ai fait un DBA. Quelqu'un prétend qu'il écrit à une école. Il ne dit même pas d'abord tout mon nom. Mon nom, c'est écrit Mvutu Aka Kadi Marlène Patience. Si tu demandes Mvutu Patience, ce n'est pas moi. Tu demandes Mvutu Patience Marlène, ce n'est pas moi. Personne ne peut te répondre que Mvutu Patience, c'est Mvutu Aka Kadi Marlène Patience. Non. Lorsque tu demandes les références de quelqu'un, dis exactement la formation que tu veux vérifier. Parce que la personne à qui tu envoies l'information va aller checker. Par exemple, si je fais terminal A4 espagnol, tu peux me chercher dans la liste des élèves du lycée de Soie de la terminale A4 allemand. Tu ne vas pas trouver mon nom. Puisque je n'ai jamais fait la terminale A4 allemand au lycée de Soie. J'ai fait terminal A4 espagnol. Et donc, si tu envoies la lettre au lycée de Soie pour dire que je vais vérifier si Marlène Mvutu a été en terminal A4 allemand, ils vont te répondre que non. Non seulement le nom que vous nous donnez, la Marlène Mvutu, nous on ne connaît pas ça. On connaît Mvutu Aka Kadi Marlène Patience. C'est deux personnes différentes. Marlène Mvutu, on ne la connaît pas. Et en plus, terminal A4 allemand, elle n'a jamais fait ça ici. Donc, c'est pour cela que lorsque tu veux vérifier les références de quelqu'un, il faut avoir le document d'appui sur lequel tu donnes les références exactes. Un, tu ne connais pas mon nom. Tu ne connais pas tout mon nom. Marlène Mvutu n'est pas mon nom. Si tu portes plainte à Marlène Mvutu, moi je me présente, on va dire que c'est deux personnes différentes. Ou alors, si tu prétends que Patience Mvutu, c'est moi. Si je viens devant toi, je vais te dire que Patience Mvutu, ce n'est pas moi. Je m'appelle Mvutu Aka Kadi Marlène Patience. Parce qu'il y a une personne qui peut s'appeler Patience Mvutu. Si vous tapez même sur Facebook Marlène Mvutu, j'ai vu une petite fille qui s'appelle Marlène Mvutu, elle a le même nom que moi. Marlène Mvutu. Des Marlène Mvutu, vous allez trouver des tonnes. Donc, pour bien spécifier la personne que tu recherches, tu dois écrire exactement, intégralement le nom de la personne et indiquer exactement c'est quoi sa formation sur laquelle tu demandes les références. Je n'ai jamais dit que j'ai fait un doctorat PhD. Parce que vous qui aimez parler de la fête des doctorats, là, vous ne savez pas la différence. Le doctorat PhD, c'est celui qui exige que tu sois inscrit dans une école doctorale. Le doctorat DBA ne demande pas l'inscription à une école doctorale. Allez même souvent faire les recherches. Le DBA, c'est le Doctorate in Business Administration, qui est un diplôme anglo-saxon et qui vous donne le titre de docteur. C'est le doctorat des écoles de commerce. Maintenant, le doctorat des universités, qu'on appelle le doctorat PhD, c'est ces doctorats-là qu'on retrouve chez thèse.fr. Et toutes les thèses de doctorat même ne sont pas publiées sur thèse.fr. Parce que la publication sur thèse.fr a commencé à se faire à partir d'une certaine année. Donc, des gens comme mon père qui ont eu leur doctorat à Bordeaux, tu tapes thèse.fr, il n'y a pas son nom. Des gens comme Jacques Famundongo, tu tapes son nom sur thèse.fr, il n'y a pas son nom. Des gens comme le professeur Joseph Oona, les gens comme, comment tu l'appelles, Maurice Kamto. Vous n'avez pas dit que Maurice Kamto n'a pas le doctorat, parce que son doctorat n'est pas sur thèse.fr. Or, il a eu son doctorat en France. Vous n'avez pas dit qu'il n'a pas le doctorat, parce que son doctorat n'est pas sur thèse.fr. Vous allez peut-être lire qu'il a accompagné un autre docteur, il a accompagné, mais son propre doctorat n'est pas sur thèse.fr. Tous les doctorats ne sont pas publiés sur thèse.fr. Mais aucun doctorat de ma filière n'est sur thèse.fr. Parce que thèse.fr n'enregistre que les doctorats PhD, les doctorats d'université. Donc oui, forcément, si tu me cherches au mauvais endroit, sans avoir mes références exactes sur la qualité du diplôme que j'ai,
Tu vas venir t'asseoir sur Facebook et écarter tes fesses et dire, telle personne n'est pas docteur. La personne ne fait que te dire, j'ai 2 DBA. Depuis 2012, j'ai eu mon premier DBA. Demande donc à la personne que tu as obtenu ton DBA ou alors présente-nous ton DBA. Moi, j'ai déjà publié mon DBA, mon doctorat in Business Administration. Je l'avais déjà publié sur ma page. Et donc, tu dois prendre les références de mon doctorat en administration des affaires et tu peux vérifier si mon doctorat il est vrai. Lorsque Kikinet dit que actuellement mon seul diplôme c'est le bac, c'est parce que j'ai posé le bac. Pourquoi il peut dire que mon seul diplôme c'est le bac? C'est parce que j'ai posé. Nous, on doit dire qu'il est ingénieur sur quelle base? Nous, on doit dire que tu es ingénieur sur quelle base? Puisque tu dis que les gens doivent te croire parce que tu as posé les preuves. Mais sans poser les preuves de tout ce que tu racontes, on doit te croire. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que tu devrais avoir mon diplôme et l'envoyer et avoir la clé de sécurité de vérification et de dire que oui, effectivement, ça existe ou ça n'existe pas. Tu demandes la mauvaise référence, tu demandes le mauvais diplôme et tu viens t'asseoir sur Internet pour dire que oui, telle personne n'a pas tel diplôme. Vous avez contesté mon bac, j'ai posé mon bac. Sur quelle base, sans avoir vérifié, tu viens dire que mon bac est vrai? Tu dis que mon bac est vrai sur quelle base? Tu n'as pas vérifié. Tu devais avoir une correspondance officielle de l'office du baccalauréat qui atteste de l'authenticité d'un tel document. Tu te fondes sur quoi pour dire que mon bac est vrai? Et donc, comme c'est mon bac, ça veut dire que je n'ai que le bac. Nous, on a bien voulu continuer ce débat avec vous, Maureen. On a bien voulu avoir ce débat avec vous. Je crois qu'il y a quelqu'un qui demande la parole. Je vais essayer d'accepter. Allô? Allô? Elle est redescendue. Bon, la personne ne fait que nous demander la parole. Le loyer du Cameroun, je n'étais pas locataire, ni moi ni mon mari. Il s'agissait d'une fausse accusation qui a été condamnée par la justice camerounaise parce que la personne nous avait diffamé et la dame a été condamnée. La décision de justice, après ce direct, je vais encore vous la republier parce que malheureusement, les nouvelles personnes qui me suivent ici ne sont pas celles qui me suivent chez Patience et vous tout. Je n'ai jamais été locataire de la maison de Dja, ni moi ni mon mari, on n'était pas des locataires. Moi, je pense que tous ceux qui viennent m'attaquer, vous refusez de donner l'opportunité aux Camerounais de vérifier, d'être convaincus entre vous et moi qui est dans le vrai. Vous multipliez les directs. Moi, mes amis de l'autre côté sur ma page qui est suivie m'ont dit, Marlène, nous, on ne veut pas suivre ce genre de direct ici. C'est pour ça que je me permets encore sur cette page-ci de pouvoir répondre aux gens. Je vous ai montré, je vais encore peut-être vous remontrer la profession de Gaëtan. Malheureusement, ma caméra, comme je suis dans le noir, ne se voit plus. Mais ceux qui ont regardé ont vu. Il est assistant de direction, travaille avec le directeur général de Canto depuis 2019. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir des papiers de 2022 dans lesquels mon époux est manager de quoi. Non, mon mari a travaillé dans un restaurant pour McDonald's, ça je vous l'ai dit, mais actuellement, il s'est mis avec quelqu'un qui gère des McDonald's et dont lui, il a la direction générale. Il est à la direction générale. Mon mari ne porte pas les tenues. Mon mari ne sert pas. Je ne sais même pas s'il entre au restaurant, non. Il est en charge des recrutements, il est en charge de plein de choses. Donc, voilà. Si quelqu'un vient dire, voilà le bulletin de son mari est chef de zone, je vous dis non. J'avais seulement développé ce qu'il a raconté. Et nous, au tribunal, mon mari, déjà au niveau de la plainte, il a porté toutes les preuves comme quoi les documents sont faux, les bulletins sont faux. Et donc, on va avancer simplement. Il n'y a pas de saut métier dans la vie, il n'y a que des sauts gens. Mon époux et les Français sont comme ça, ils n'ont pas honte de ce qu'ils font. Et donc, ils ne supporteraient même pas que quelqu'un se batte pour contredire ce qu'il est. Il va vous dire, vous demandez à Gaëtan qu'est-ce qu'il fait, il vous dira, je suis assistant de direction. Je suis assistant de direction
Il ne vous dira jamais, voilà, je suis ingénieur. Jamais de la vie. Personne, vous m'écoutez, vous me lisez. Je n'ai jamais dit que j'ai épousé mon mari ingénieur. Je vous ai dit la scolarité de mon mari aujourd'hui est au-delà de la scolarité de quelqu'un qui a fait des bacs plus 5. Donc, pourquoi j'aurais honte des études de mon mari? Je vous ai posé même le bac de mon mari. Je pourrais vous poser tous ces diplômes. Moi, je suis fier de lui, je suis fier de ce qu'il fait. Mais les diplômes, les documents, l'objet de notre plainte n'ont jamais été en notre possession. Et je reparle comme ça parce que je sais que l'enquêteur écoute mon direct. Nous nous plaignons de la publication des documents que nous, on n'a jamais eus. Des documents que nous n'avons jamais produits, qui ne peuvent pas être à notre disposition. J'ai monté un bout du contrat de mon époux avec Kanto depuis 2019. Et donc, quelqu'un se présente avec un débutant de salaire de 2022 de Vigne Dorée. Nous, on dit non, c'est pas possible qu'on puisse avoir un tel document. Tu ne peux pas être employé d'une entreprise et tu as les bulletins de salaire d'une autre entreprise. Il y a un problème. Et donc, l'enquêteur doit trouver à quel niveau est le problème. Quelqu'un ne peut pas travailler pour la CRTV, mais ses bulletins de salaire sont écrits Canal 2. C'est vrai que c'est le même métier, mais ce n'est pas la même société. Donc, il faut qu'on sache d'où viennent ce genre de documents. C'est pour ça que nous avons déposé une plainte. Oui, on m'a toujours dit que... Et je crois que Kikinet a eu un problème psychologique. Il faut voir, il marche un peu sa langue sur le côté. Il doit avoir eu un problème avec... un problème mental, un problème avec ses nerfs. C'est pour ça que quand il fait quelque chose, je ne m'attarde pas trop. Mais là, c'est au niveau de la justice où on va nous dire s'il est pénalement responsable ou non. Ce n'est pas notre responsabilité. Quelqu'un sans vous dire là où il a pris des documents, vient vous convaincre que ces documents sont vrais. Non. Pour qu'un document soit vrai, tu dois dire que c'est Marlène même qui, ou alors c'est une source identifiée comme étant une source qui ne peut pas se tromper, qui nous a fourni ces documents. Mais comme vous ne raisonnez pas, madame, bon, je vais répondre je vais répondre à Belette. Madame, je vous informe qu'il existe des logiciels pour détecter des informations. Il suffit juste de télécharger cette vidéo et en 10 minutes, on sait ce qui est vrai ou pas. Bah, essayez de faire, comme ça vous viendrez nous dire. Parce que nous, on sait que c'est du mensonge. Aucun logiciel, je dis aucun logiciel n'existe pour dire si une information verbale est vraie ou pas. Aucun logiciel. Donc, ça ne sert à rien de venir argumenter sur des choses qui ne sont pas vraies. Ce sont vos documents qu'on a vérifiés. Vous avez vérifié quel document? Je n'ai jamais publié un document dans l'entièreté, en dehors de mon bac. Donc, si tu me dis qu'avec mon bac, tu as vérifié que mon bac est vrai, je dis que mon bac est vrai. Donc, moi, je ne comprends pas. Essayez de prendre la parole, hein, Belette là. Mes documents, si vous les avez vérifiés, moi, je n'ai jamais publié un faux document. Donc, la preuve en est que oui, effectivement, j'ai toujours publié des vrais documents. Mais si vous dites que les documents qu'il a produits sont vrais, c'est sur quelle base? Mais c'est au tribunal d'aller dire si les documents sont vrais ou pas. C'est tout. Pourquoi vous voulez me convaincre? Si moi, j'étais convaincu que c'était vrai, on n'allait pas déposer une plainte. Parce que ce que vous ne savez pas, si vous portez plainte à quelqu'un injustement, la personne, si elle gagne le procès contre vous, vous reportez plainte pour fausse accusation. Et vous allez payer la personne parce que vous l'avez conduit injustement au tribunal. Donc,
Pourquoi vous courez dans le sac? Moi, moi, je ne travaille pas chez McDonald's. Je ne travaille pas chez McDonald's, je suis désolé. Je vous dis, McDonald's est une très grosse boîte qui emploie des ingénieurs, qui emploie des gens du marketing, qui emploie des gens du génie civil. Si moi, j'étais sans emploi, j'allais postuler là-bas et avec fierté. C'est pas parce que quelqu'un travaille aux brasseries du Cameroun qui vend la bière. Euh, le directeur commercial des brasseries du Cameroun, c'est vrai qu'il commercialise la bière, mais son métier n'est pas de fabriquer la bière. Hmm? Donc, votre logique ne tient pas, n'existe que dans vos cerveaux perturbés. Les Noirs sont tellement stupides. Je suis obligé d'être un peu raciste. Je suis noir moi-même. En, en quoi le fait que quelqu'un travaille chez McDonald's, fait de cette personne une personne dont on doit se moquer? Vous êtes des milliers à prendre le chemin du désert pour venir chercher la vie en Europe. Si McDonald's recrutait des immigrés, parce que McDonald's a une politique, c'est difficile quand vous n'avez pas la nationalité française, qu'on vous prenne chez McDonald's, parce qu'eux, ils proposent directement les CDI. Si McDonald's recrutait des immigrés, c'est que ça allait, les immigrés sans papier, c'est que c'est une bouée de sauvetage pour de nombreux jeunes qui prennent la mer pour venir trouver la vie. Lorsque les Blancs vous écoutent, parce que désormais, étant donné que j'ai déposé plainte, les, les, les gendarmes français sont désormais branchés sur vos pages Facebook. Ils se, ils se rendent seulement compte combien un noir, malgré le niveau intellectuel qu'il peut prétendre, est tellement, est tellement bas dans sa tête. Comment tu peux dire que tu te montres quelqu'un parce qu'il sert des frites chez McDonald's? Il travaille. C'est pas quelqu'un qui est venu profiter qui profite des acquis sociaux. C'est quelqu'un qui paye ses impôts. C'est quelqu'un qui se donne une dignité pour s'occuper de sa famille. Et vous voulez que les gens aient pitié de vous quand vous venez chez eux. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je veux bien vous prendre, vous qui insistez là, mais je ne comprends pas ce qui ne va pas avec votre... C'est à cause de vous, je n'ai pas encore accroché le direct. Attendez les amis, je suis en train d'essayer de prendre quelqu'un. Allô? Bah, décidément, on ne va pas vous prendre, madame. On ne va pas vous prendre. On ne va pas vous prendre. J'essaie de lire vos commentaires. Maureen, l'Africaine, toi, tu as quel diplôme? Il paraît que tu es infirmière. Je ne sais pas où tu... Je ne sais pas. Vous êtes trop dans le mensonge. Venez aussi poser vos documents comme nous on pose là. Nous, on voit aussi. Je suis sur Facebook la seule à être docteur en administration des affaires. S'il y a une personne sur Facebook camerounais qui a le même diplôme que moi, la personne se présente. Je suis la seule personne parmi les personnalités qui prennent la parole sur Facebook à être docteur en administration des affaires. Donc, celui qui prétend aussi avoir le même diplôme que moi, c'est signal. Voilà Cyber Ops qui vous dit que Kikinet nous a dit qu'il a acheté sa maison à 500 000 € à 27 ans. Il est né en
1981, ça veut dire qu'il a eu 27 ans en 2009. Non, non, en 2008. Or, des informations qu'on lit sur le répertoire de l'association où il est parti s'inscrire, on dit qu'il serait sorti de Polytechnique. Il serait sorti de Polytechnique en 2009. CyberOps, écoute un peu le développement. On nous apprend que Kikinet, il dit de sa bouche avoir acheté sa maison à 500 000 euros seul à 27 ans en 2008. Or, il déclare dans le répertoire de l'association qu'il est sorti de Polytechnique en 2009. Est-ce que quand il est sorti de Polytechnique, il avait déjà un CDI de 6 000 euros pour pouvoir acheter une maison sur 25 ans? Je pense que non. Ce n'est pas vrai parce que lorsqu'on lit son CV, qu'il lui-même il a publié sur Google, il a toujours fait des CDD, des CDD, des CDD d'un an, un an, un an. À quel moment une banque lui permet d'avoir un crédit de 500 000 euros seul? Et lorsqu'on pose ces évidences-là, les gens comme Maureen, comme ça, par réflexe tribal, viennent simplement nous dire que on est jaloux, on est aigri, on est pauvre. Quelqu'un qui est né en 81, c'est 27 ans, c'est en 2008. 27 ans, c'est en 2008. En 2008, comment il fait pour acheter une maison alors qu'il n'a pas de CDI? Alors que lui-même, sur Google, lorsqu'il donne son CV à vidéo, à LinkedIn, montre seulement qu'il a fait les petits CDD jusqu'en 2012. Jusqu'en 2012. Comment il fait pour acheter en 2008? Vous voyez que c'est le faux. Vous voyez que c'est le faux. Vous ne pouvez traquer aucun mensonge sur Internet. Ce que vous devez faire, c'est dégager des vies privées des gens que vous ne connaissez pas. Parce que tout Internet, c'est du virtuel. Ceux qui ont une vraie vie, laissent les autres parler d'eux. Comme moi, j'ai une vraie vie. Ce sont les journalistes qui ont fait de moi, qui m'ont écrit en Wikipédia. Ce n'est pas moi-même. Parce que si c'est moi-même qui écrivais, je n'allais pas aller dire là-bas tout ce qui est écrit dans mon Wikipédia. J'allais enjoliver mon Wikipédia. Donc, quand tu es une vraie personne, les gens ne te laissent même pas faire les directs pour parler de toi. Tu parles de toi, tu laisses parler de toi. Comme vous faites de moi, là, vous parlez de moi, je vous laisse parler de moi. J'essaie de vous lire. Hein. Euh, euh, J'essaie de répondre à vos questions. J'essaie de répondre à vos questions. Bon, après, s'il n'y a pas de questions, hein, s'il n'y a pas de questions, ce sont mes documents qu'on a vérifiés. Quand quelqu'un vient d'abord avec un faux profil, il dit des choses. Je vous dis que mon mari a 32 ans. Donc, si on enlève 10 ans à 32 ans, c'est qu'il avait 22 ans il y a 10 ans. Et effectivement, il a travaillé dans plusieurs endroits. Parce que les enfants ici en France commencent à travailler à 16 ans. Et les parents qui veulent éduquer leurs enfants, éduquent leurs enfants à aller travailler pendant les vacances. Donc, c'est normal qu'il ait eu plusieurs emplois, plusieurs choses, plusieurs choses, plusieurs choses. Mais à l'heure actuelle, mon époux est assistant de direction. C'est son métier. Et il vous l'a dit dans une vidéo, il vous l'a prouvé. Et au niveau de la justice, il a fourni tous les documents de sa profession. Je vous ai montré
copie parce que je ne peux pas montrer toute la plainte. Je vous ai montré ce qu'il a déclaré au niveau de la plainte contre Kikinet. Et donc, euh, euh, c'est dire, la personne qui va être en son contradicteur doit apporter la preuve que lui, il est serveur de frites. Quelqu'un qui travaille à la direction générale d'une société ne peut pas être celui qui sert les gens. Et même servir, quand, si moi-même j'ai ma propre boîte, si aujourd'hui j'ouvre mon restaurant, ça ne me dérangerait pas de servir. Ça ne me dérangerait pas de prendre un coup de balai, de nettoyer. Mais il ne faut pas mentir sur la profession de quelqu'un et le faire passer pour je ne sais pas quoi. Les, le, mon mari est fier de ce qu'il fait. Son niveau intellectuel exige aujourd'hui qu'il s'occupe de la gestion. Donc, c'est son métier. J'en suis fier. Mais moi, un mari qui fait des directs pour insulter des femmes sur Internet, jamais je ne pourrais être fier d'avoir un tel homme dans ma vie. Lorsque Kikinet vient dire que je devais épouser mon mari s'il était milliardaire, parce que mon mari n'est pas beau. Je me dis, je ne sais pas quel philosophe disait souvent que lorsque je parle des autres, je parle de moi. Lorsque je parle des autres, je parle de moi. Vous savez, la façon dont Kikinet parle de mon époux, on dirait qu'il parle de sa femme. Sa femme n'est pas mannequin. Sa femme vraiment n'est pas belle. Il n'y a rien que quelqu'un pourrait lui trouver. Au point où lui-même, pour s'excuser, nous a dit que lorsqu'il était dans la merde, cette femme a pris ses économies. Elle lui a donné pour l'aider à faire venir son petit frère en Europe. Donc, il avait cette femme-là par reconnaissance. Donc, lui, il a le droit d'être avec quelqu'un par reconnaissance qui n'est pas physiquement présentable. Parce que vraiment, je ne suis pas un homme. Mais on prend la femme de Kikinet. On demande à un Africain, avec des deux femmes-là, avec laquelle aimerais-tu passer une nuit? Je pense que personne, aucun Africain qui n'a pas besoin de papiers, qui n'a pas besoin d'argent, ne va choisir la femme de Kikinet. Soyons sérieux. Mais en temps normal, un tel homme ne devait pas attaquer les physiques des gens. Mais vous qui le suivez, vous le suivez seulement par jalousie envers moi. Regardez même cette Maureen-là, Maureen qui vient ici sur ma page. Quand elle parle, la salive sort de sa bouche. Quand elle parle, tu ne sais pas si elle s'est lavée, si elle est propre. Mais elle va s'asseoir sur Internet, parler, les gens viendront applaudir. Pourquoi? Parce qu'elle insulte Marlène. Si on prend Marlène, on prend Maureen. On dit à un homme que choisir. On va choisir qui? Les gens ont pitié de vous. On ne veut pas vous dire les vérités. Oui, si tu es reconnaissant vis-à-vis d'une femme, tu gagnes 20 000 € le mois, bah, tu lui payes une pension alimentaire, tu refais ta vie. Parce que derrière, Kikinet décrit mon époux comme quelqu'un qui n'a rien. Mais jamais sur Facebook ou ailleurs, on a entendu que moi j'ai trompé mon époux. Parce que qu'est-ce que les Noirs font? Qu'est-ce que les Africaines font? Elles cherchent par exemple un Noir ou alors elle se met à faire la pute pour vivre. Parce que si elle n'arrive pas à payer ses factures, il faut bien qu'elle trouve l'argent, elle ne travaille pas et tout ça. Mais jamais, depuis que je suis mariée, je n'ai trompé mon époux avec qui que ce soit. Ça veut dire que je suis une femme digne. Ça veut dire que je suis une femme qui respecte la condition de son mari. Jamais on ne m'a trouvé, mais on ne peut pas dire le cas pour Kikinet. Tout le monde connaît son histoire avec Stella Kamga, au point où il a demandé à Stella Kamga de se déshabiller en direct sur Facebook. Stella Kamga a fait le striptease parce que, comme on insultait que Stella Kamga est laide, il lui a dit montre que tu as des belles formes. La fille s'est déshabillée en direct.
aujourd'hui, sa vie est quasiment foutue à cause de cette vidéo de striptease qu'elle a faite. Que chaque fois qu'elle ira demander le travail dans une grosse boîte, on va envoyer la vidéo de striptease. Ça, c'est Kikinet qui a fait ça. Et il n'a pas pensé à ce moment-là qu'il a une femme à la maison, qu'il a supporté, qu'il a aidé. Nous, ce qu'on condamne, c'est de ce type de comportement. Il s'affiche fièrement avec ses maîtresses. Il vous parle que oui, j'ai les gésiers, j'ai les ceci, j'ai les beaux gésiers. Et vous pensez que vous devez supporter un tel homme. Si tu aimes ta femme, respecte-la. Moi, mon époux vit avec moi. Personne n'a jamais vu mon époux avec une autre femme. Personne n'a même jamais entendu que mon époux, non, pas du tout. Donc, moi, je préfère vivre avec quelqu'un qui me respecte, qui me donne ce qui me convient. Parce que je vous assure, avec le tas d'enfants que j'ai, étant sans travail, comme vous dites, ah non, je n'aurais pas tenu 6 ans. Parce que tout le monde aime le bien. Tout le monde aime ce qui est bien. Hein? Quand on me voit physiquement, non, un homme au Cameroun qui a des moyens, qui pourrait s'occuper de moi, ça ne peut pas manquer. Donc, ce que vous dites n'est pas cohérent. Les Noirs, en général, c'est des gens qui aiment profiter. Les Noirs, en général, c'est des profiteurs. Comme l'autre, il profite de la maison de la blanche qui les piège gratuitement. Donc, si moi, j'étais une profiteuse, bah, je ne vais pas profiter chez quelqu'un qui n'a rien. On ne profite pas là où il n'y a rien, en fait. Donc, il faut être cohérent dans votre démarche intellectuelle. Soit mon époux n'a rien, et donc je le trompe partout, on me voit travailler, je fais le allô pour joindre les deux bouts, ou alors tous les ministres du Cameroun, là, vraiment, je suis derrière. Ou je suis une femme digne qui gagne sa vie, parce qu'être chef d'entreprise, être présidente d'une association ne fait pas de toi quelqu'un qui... J'emploie des gens, je vous ai mis les photos de mes employés. J'emploie des gens. Donc, Samuel Eto'o, qui préside une association qu'on appelle FECAFOOT, est au chômage. Hein? Samuel Eto'o, qui travaille à la FECAFOOT. La FECAFOOT, c'est une association. Ça veut dire qu'il est au chômage. Moi, j'ai gagné de l'argent avant de me mettre à mon propre compte. Avant de rencontrer mon époux, j'étais directrice générale de Aspire avec le Qatar. J'ai été présidente de la Fondation du football africain en Guinée équatoriale. J'ai été cadre de la CATV avant de rencontrer mon époux. Tout l'argent que j'ai gagné, tout l'argent que j'ai gagné, j'ai mis ça dans des comptes bancaires. C'est ça qui me permet aujourd'hui de faire aujourd'hui ce que je veux. Quand on voit Maureen, est-ce que comme je m'habille, la femme d'Anango peut s'habiller comme moi? Non. Là où je dors, est-ce que la femme d'Anango peut dormir là où je dors? Je pense que non. Ou bien la Maureen qui fait les directs sur moi? Non. Vous animez la galerie, les gens viennent vous regarder. Ce n'est pas parce que vous dites est suffisamment important. On vous regarde seulement animer la galerie. Mais il y a une différence de niveau entre vous et moi. Moi, je prends les 500 000, je donne aux jeunes au Cameroun d'ouvrir des entreprises. Ah non, même si c'est comment, je ne peux pas être aussi stupide. C'est-à-dire que ne pas avoir les moyens de payer mon loyer, mais donner des 500 000 aux gens pour créer leur entreprise alors que je n'ai aucune ambition de quoi que ce soit au Cameroun. Donc moi, je ne comprends pas votre logique, votre démarche. On vous dit, venez poser les preuves de vos vies, vous refusez, mais vous salissez les gens qui ont une vraie vie sur Internet. Tout ce que vous voulez, vous pouvez raconter là, tant que vous ne déposez pas vos documents. Moi, j'ai mis le numéro d'immatriculation de notre maison, cette maison où je parle. Ce que vous deviez nous dire, parce que c'est simple, allez à la publicité foncière, vérifiez les numéros de référence de mon titre de propriété et nous dire que c'est faux. Et nous dire que c'est faux. Puisque quand je pose un document, c'est ce document-là que vous devez, quand quelqu'un te donne les numéros de sa propriété foncière, va vérifier si c'est vrai. Ne reste pas sur Facebook pour dire que la personne est en location. Je vous ai dit que la loi en France, quand on réussit même à vous donner même un HLM, au bout de
2 ans, vous avez le droit d'acheter. Et pour acheter, dès que vous avez seulement l'argent du notaire, c'est-à-dire 20 000 euros, on vous donne la maison. Vous devenez propriétaire de cette maison. Donc, même vous qui êtes dans des HLM, là, si vous ne le saviez pas, vous avez le droit d'acheter votre HLM en France. Et donc, oui, moi, je pense que chacun doit venir poser les références de sa vie, même s'il ne veut pas poser tout le titre, il publie seulement, oui, même le document là, la référence, la référence de, de son titre de propriété. Et on ira vérifier. Parce que c'est ça que tu produis quand tu veux vendre ta maison, pour que la personne vérifie que la propriété est bien ta propriété. Tu ne peux pas avoir un document de la publicité foncière en France avec des numéros que tu ne flûtes pas et quelqu'un vient s'asseoir pour dire que non, tu n'es pas propriétaire. On va débattre de quoi avec vous? Après, vous dites que non, on a vérifié, ce sont vos documents. Vous avez quoi pour vérifier que ce sont vos documents? Laissez la gendarmerie et la police faire leur travail. Si ce que nous réclamons n'est pas établi, bah, la plainte sera classée sans suite. Et le fait de classer une plainte ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire la plainte avec constitution de partie civile directement chez le juge, parce que la condition en France pour faire la plainte avec constitution de partie civile, c'est justement pour qu'il y ait un classement de votre plainte simple. Donc, nous, on connaît toutes les mesures. Et nous disons que même si ça va prendre 5 ans, nous, on va amener Kikinette devant. Parce que ça n'a pas de sens. Mon époux a dit que sa profession, voilà sa profession. Il ne comprend pas pourquoi quelqu'un utilise sa photo sur Internet en le faisant passer pour un serveur McDonald's. Donc, il a déposé une plainte. Il ne comprend pas comment quelqu'un a des bulletins de salaire qui ne sont pas à lui. Il a déposé une plainte. Et attendons la suite. Nous attendons la suite. Donc, sur ça, les amis, la personne qui va intervenir là, elle m'écrit maintenant par Messenger. Je ne peux pas vous prendre par Messenger. On s'est suffisamment entretenu. Je pense que j'ai répondu sur les points qui étaient importants pour vous. Je vous ai donné le nom de mon diplôme. Mon diplôme s'appelle Doctorate in Business Administration. Donc, si quelqu'un vérifie ma référence sur des doctorats PhD, il ne va jamais avoir une réponse parce que je n'ai pas un doctorat PhD d'une université française. J'ai un doctorat en administration des affaires appelé DBA. Voilà, donc je vous envoie encore faire les vérifications et vous venez nous montrer. Et je vous ai dit tout mon nom. Donc n'écrivez pas pour avoir le diplôme de Marlène Mvutu. Même l'office du bac va vous dire que non, on ne connaît pas Marlène Mvutu. Je vous ai donné tout mon nom. Sur Google, vous pouvez trouver tout mon nom sur Wikipédia et avec ma date de naissance. Donc vous avez toutes mes références. Maintenant, en ce qui concerne le Canada, tous les Camerounais qui sont à Trois-Rivières, certains Camerounais qui sont à Montréal, essayez un peu de les interroger. Les gens du Canada qui connaissent Marlène, ils vont vous dire que Marlène a été au Canada. Donc ça, ce n'est même pas un débat. C'est comme si quelqu'un dit que Marlène n'a jamais été au Qatar. Parce que je ne vous ai jamais publié une photo de moi au Qatar. Mais les Joël Neussi, qui est ici sur ma page, qui a l'horlogerie Néo là, c'était mon employé. Il travaillait avec moi. Je les ai emmenés au Qatar. Ils savent que je suis allé plusieurs fois au Qatar. Les jeunes qui ont fait le projet Aspire, que j'ai accompagné au Qatar, savent que j'étais au Qatar. Mais j'ai aucune photo de cela. Mais sur Wikipédia, on va vous dire que Marlène a été directrice du projet Aspire et travaillait avec le Qatar. Donc, moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui voulait les photos. J'ai vécu en Guinée équatoriale. Je ne vous ai jamais publié une seule photo de moi en Guinée équatoriale. Ma seule réponse a été de vous montrer des documents des administrations équato-guinéennes qui attestent de mon activité en Guinée équatoriale. Je n'ai pas eu besoin de photos. Je n'ai jamais été quelqu'un qui aime les photos. Donc, si quelqu'un vient me demander que si je dis qu'à cette époque, j'étais étudiante au Canada, quand tu es étudiante au Canada, tu ne viens pas en France. Quand tu es étudiante au Cameroun, au Canada, tu ne viens pas en vacances au Cameroun. Si tu
montres une photo de toi où tu es très jeune et tu indiques ce que tu faisais à cette époque-là, je pouvais dire que moi, directrice générale de Aspire, ça veut dire que là où je me filme là, ça veut dire que je suis à Aspire. Vous êtes tellement stupide. Je peux vous montrer une photo de moi et je vous dis, ici, j'étais directrice générale de Aspire. Est-ce que ça veut dire que là où je me filme devant là, ça veut dire que c'est Aspire là-bas? Vous êtes tellement stupide. Vous êtes très stupide. Demandez aux Camerounais de Trois-Rivières, demandez aux Camerounais de Montréal, ceux qui ont été là-bas en 2005. Demandez aux Camerounais de Montréal, ceux qui sont à Montréal depuis 2005, avant que les Bamileke ne découvrent le Canada. Nous, on connaissait le Canada. Demandez aux gens qui étaient à Montréal ou à Trois-Rivières en 2005. Est-ce que vous connaissez Marlène? Demandez aux Camerounais qui ont joué au Qatar. Est-ce que Marlène venait au Qatar? Je ne vous ai jamais montré une photo de moi à Barcelone. Ça veut dire que je n'ai jamais été en Espagne. Hein? Demandez au Kameni et tout ça si je n'ai jamais été en Espagne. Demandez au Samuel Eto'o et tout ça si je n'ai jamais été en Espagne. Mais je n'ai pas une photo de moi en Espagne. On n'a pas la même vie. Donc, vos raisonnements pour dire que vous avez des arguments, non, vous ne raisonnez pas. Et parfois, ça me fatigue de venir vous répondre. Oh, elle a monté telle photo, qu'elle a dit que c'est le Canada, mais quand on voit l'architecture, on voit un enclos. Je suis devant un enclos. Il dit que, est-ce que les maisons du Canada sont comme ça? Il voit bien que c'est un truc, comme il dit que non, les maisons du Canada ne sont pas comme ça. Quand tu es dans la zone, quand tu es à Trois-Rivières, c'est des endroits où les Français ont habité. Les Français qui venaient de France, les villes des Français. Et ils ont ramené leur architecture. Vous n'avez aucune culture. C'est les Français qui avaient quitté la France pour aller s'installer dans la zone francophone du Canada. Ils avaient ramené leur architecture. Tu es libre de construire ta maison comme tu veux. Il y a des gens qui construisent des maisons en France. Tu as l'impression que c'est une maison de l'Italie. Il y a des zones en Chine où les Français, les Chinois construisent comme des maisons françaises. Tu fais la photo là-bas, on croit que tu es en France. Est-ce que ça, c'est un argument qui tient la route? Il y a des gens au Cameroun, ils ont des maisons, tu crois que tu es dans les manoirs aux États-Unis. Est-ce que c'est une raison? Que regarder le style de la maison? Non. Mon parcours, les gens qui me connaissent, que ce soit sur Wikipédia, que ce soit, ils vont vous dire que Marlène a été au Canada. Marlène a déjà été au Canada, mais je n'ai pas de photo de cet endroit-là. J'ai déjà été au Qatar, mais je n'ai pas de photo. J'ai déjà été en Belgique. Tous les Camerounais de Belgique savent que je venais en Belgique tout le temps, mais je n'ai pas une photo de moi en Belgique. Je suis venu voir l'ambassadeur Mpaye en Allemagne. J'ai été en Autriche avec lui. Je n'ai pas de photo de moi avec l'ambassadeur, M. Mpaye. Mais tous ceux qui travaillent à l'ambassade du Cameroun en Allemagne savent que Marlène est venue là-bas. Mais je n'ai pas de photo. Donc ça n'a pas de sens de demander à quelqu'un de vous justifier sa vie en fonction des photos. Ça n'a pas de sens. On demanderait alors les photos surtout. Donc moi, je ne fais pas de photos. Je ne trouve pas nécessaire. Je suis venu plusieurs fois aux États-Unis. Moi, j'aime filmer les coins, j'aime filmer les sacs. Je me vois pas en train d'aller à Times. Je ne sais pas. J'ai déjà été en Angleterre plusieurs fois. Je n'ai jamais trouvé l'importance d'aller me mettre devant un Big Ben ou je ne sais pas quoi pour faire des photos. Non, je ne trouve pas l'intérêt. Je ne trouve pas l'intérêt. C'est peut-être maintenant, comme les réseaux sociaux le prouvent, non. Nous, on a vécu à une époque où on avait une vraie vie. On n'avait pas besoin de preuves pour venir montrer aux gens sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez dire que je n'ai jamais été au Qatar. Dernièrement, quand j'étais au Cameroun, j'ai fait un voyage en Algérie. Est-ce que vous m'avez vu avec les photos dans la rue en Algérie? Hein, ça veut dire que je n'étais pas en Algérie. J'étais en Algérie. Je suis venu à Abidjan. Est-ce que vous m'avez vu devant la statuette devant devant la statuette commémorative de DJ Arafat pour prouver que je suis à Abidjan? J'étais dernièrement au Niger. Est-ce que vous m'avez vu dans les rues du Niger? C'est quoi votre histoire?
Travaille même chez McDo. L'essentiel est que tu travailles. Pour toi, Maureen, quand tu travailles chez McDo, j'ai beaucoup plus de respect pour toi qu'une femme comme Guylaine Chapuis qui ment à ciel ouvert. Je te dis, on vous a dit, on avait dit que posons nos titres de propriété. Posons nos titres de propriété et que les Camerounais aillent vérifier. Posez les actes notariés, même si c'est le faux, publiez d'abord. Publiez vos actes notariés sur Facebook, même si c'est le faux, publiez d'abord. Personne de vous ne veut publier pour qu'on sache qui dit la vérité et qui ment. Oh, j'ai acheté à Paris. C'est déjà payé à 90%. Elle ne sait pas on sait comment on achète un appartement. Tu achètes un appartement comment alors que c'est à 90%? L'achat ici se fait à 100%. C'est-à-dire que lorsque la banque décide de financer un achat, ou alors toi-même, ça veut dire que tu achètes à 100%. Celle-là, elle a l'argent pour acheter un appartement à Paris. Quand vous la voyez, elle a l'argent pour acheter un appartement à Paris. Mais tellement les gens mentent sur leur vie, vous partez vous asseoir, vous écoutez. Est-ce que quand vous regardez Guylaine Chapuis, actuellement même elle n'a plus de voiture, sa vieille Mercedes est en panne, mais elle vous raconte comment elle a acheté un appartement à Paris et vous êtes assis, vous croyez, parce qu'elle parle de Marlène Mvuto. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voyez quelqu'un qui aime dénigrer une personne, c'est parce qu'elle envie la personne. Elle envie la vie de la personne. Et elle jalouse la personne. J'ai une question. Quelles sont les matières auxquelles vous avez étudié? J'ai étudié le droit. J'ai fait la faculté de droit. J'ai fait du marketing. Donc, voilà. Ouais, les amis, on a déjà beaucoup échangé, hein. Le téléphone nous a lâchés. Belette, c'est toi qui net. Ça ne coule pas ce qu'il dit. Tu ne peux pas dire que une source informelle t'a envoyé des documents et tu t'accroches dessus pour dire que c'est des vrais documents. On te dit non. Si c'est des vrais documents, tu dois aller prouver au tribunal que c'est des vrais documents. C'est ça qu'on vous dit. Le document, il est vrai sur quelle base? Toi-même, tu dis que c'est quelqu'un que tu ne connais pas qui te les a donnés. Pourquoi tu attestes de l'authenticité? Pour attester de l'authenticité d'un document, tu devais écrire à la CAF pour dire j'ai reçu tel document. Je voulais savoir si c'est un document authentique. Et que la personne te dise que oui, ça c'est un document authentique de la CAF. Tu dis que le document, il est vrai sur quelle base? Donc, je vais raccrocher. Je pense qu'on a suffisamment échangé. Et puis, à une autre fois.